Bonsoir Joséphine Lebar. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le site Rue 89 et pour Télérama. Et vous venez donc de réaliser cette plongée à Clichy-sous-Bois pendant un an. Vous racontez autrement cette banlieue meurtrie par les événements de 2005, la mort il y a 10 ans tout juste, on le rappelle, de deux adolescents électrocutés après une course-poursuite avec la police. Ce que vous voulez montrer, c'est que cette banlieue, finalement, elle regorge aussi de ressources humaines, de générosité et de tout ce qu'on ne voit pas quand on braque les projecteurs sur un fait divers ponctuel. Oui, voilà, vous avez tout à fait raison. Le problème, je dirais, quand on parle souvent des banlieues, c'est que on va les voir quand ça va pas bien. Or, les banlieues, elles ont aussi, effectivement, comme vous le dites, plein d'aspects positifs. Donc, Clichy-sous-Bois, c'est par exemple 40% de la population qui a moins de 20 ans. Donc, c'est un vivier de jeunesse incroyable. Le 93, c'est le département de France métropolitaine le plus jeune de France. Donc, c'est autant de richesses et de choses que on a été chercher, effectivement, pendant un an sur place. Alors justement, qu'est-ce que vous disent les habitants qui sont là, eux, depuis des années? Est-ce qu'ils voient une évolution de leur vie depuis 10 ans en mieux ou en moins bien? Alors, la première chose que nous disent les habitants n'a pas forcément trait à leurs conditions de vie. Finalement, c'est plus dans leur rapport aux journalistes. D'ailleurs, on consacre un chapitre à cette question dans notre livre. C'est que quand on leur dit bonjour, on est journaliste, le premier truc, c'est oh non, encore, oh non, c'est bon, on en a marre, on vous a assez vu, laissez-nous tranquilles. C'est pour ça qu'on a intitulé notre livre, qu'on a sous-titré le livre La ville qui rêvait qu'on On l'oublie. l'oublie. Voilà, parce que les clichés, on a un peu marre d'être sous les feux des projecteurs pour de mauvaises raisons. Après, des évolutions, il y en a eu évidemment en 10 ans. Je pense par exemple à l'implantation d'un pôle emploi, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2014. L'implantation d'un commissariat en 2010. Auparavant, la ville de Clichy-sous-Bois dépendait du commissariat du Raincy, c'est-à-dire que la ville n'avait pas de commissariat en propre. Donc, il y a beaucoup de choses, mais il reste Les encore beaucoup services de se rapprochent quoi, les de la services se population. rapprochent. Ouais. Effectivement, vous avez raison. Après, il y a encore certains services publics qui manquent. Je pense notamment au tramway, le fameux T4 qui n'en finit pas de devoir arriver jusqu'à Clichy et de désenclaver ce territoire, puisque c'est un des gros problèmes de cette ville, hein. On est à une quinzaine de kilomètres de Paris, mais on met 1 heure et demie pour atteindre la capitale. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors vous avez voulu voir de vos propres yeux ce fameux transformateur électrique dans lequel les deux adolescents, Zied et Bouna, sont morts électrocutés il y a 10 ans. Pourquoi retourner là-bas, sur ce lieu? Je crois que parce que Bar McCoy, avec qui j'ai écrit ce livre, et moi-même, on avait déjà travaillé sur Clichy. Mais on n'avait jamais été voir ce lieu. Or, c'est le lieu d'où tout part, c'est le lieu d'où part, le drame, c'est le lieu d'où ont commencé finalement les révoltes. Donc on avait envie de voir aussi pour comprendre. On savait même pas ce que c'était un transformateur. Donc voilà, en tant que journaliste, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller voir et de comprendre. Donc ça nous semblait normal d'aller voir et puis peut-être, sans doute, il fallait commencer quelque part, on a commencé là. Il y avait aussi une dimension de pèlerinage. On a commencé, entre ce transformateur et la stèle qui commémore en fait, la mémoire de Zied et Bouna face à leur collège, leur ancien collège Robert Doisneau. Et en même temps, vous le dites, on a commencé par là et on s'est rendu compte qu'il y avait pas grand-chose à y trouver, qu'en tant que journaliste, on pouvait se tromper aussi, que ce C'était transformateur, un lieu symbolique, quoi. oui, voilà, mais Voilà. que finalement, qu'est-ce qu'on allait chercher là-bas? Pas à part, peut-être de l'émotion, et en tant que journaliste, on doit dépasser l'émotion pour aller chercher, l'information et les faits. Alors, au-delà des lieux, il y a une galerie de portraits dans votre livre. Parmi les personnages de Clichy que vous rencontrez, on va prendre par exemple Madeleine, qui habite la cité du Chêne Pointu, qui est un peu une mémoire de ce quartier. Vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'elle symbolise au fond la ténacité de certains habitants à rester dans une ville comme Clichy-sous-Bois, quoi. Oui, exactement. Et puis, elle parle aussi de la dégradation de cette copropriété. Alors, le chêne pointu, pour vos auditeurs qui le savent peut-être pas, c'est en fait une copropriété privée de 1 500 logements. Et le problème, c'est que justement, elle est privée. Donc, au début, c'était un peu le paradis des classes moyennes quand elle est sortie de terre dans les années 60. Donc, des gens comme Madeleine, classe moyenne, s'installent ici. Clichy, c'est super. Il y a la forêt, c'est vert, c'est agréable. La 87 doit bientôt passer, donc ça va être bien desservi. Et puis la 87 ne passe pas. Les gens qui sont bourgeoises quittent le chêne pointu pour s'installer dans des zones pavillonnaires. Arrivent des gens un peu plus pauvres. Arrivent aussi des marchands de sommeil qui, voilà, tous ces gens-là ne payent pas les charges. Donc la copropriété se dégrade Mm. petit à petit. Elle viendra jamais d'ailleurs, cette A87, hein. Ça Eh fait ben non, partie de ces voilà. mirages quelquefois Exactement, tout à qu'on fait. promet à Elle la n'est banlieue. jamais passée.
Et donc Madeleine, elle a vu cette dégradation et en même temps, elle n'a aucune envie de partir de Clichy et du Chêne Pointu parce que c'est sa famille. Alors que quand son mari est mort, euh, j'allais dire les croque-morts, les employés pardon, des pompes funèbres ont dû le mettre dans un sac et le prendre vraiment sur leur épaule parce qu'il y avait un frigidaire qui bloquait l'accès aux escaliers et que les ascenseurs étaient en panne, ce qui est quand même assez fréquent au Chêne Pointu. Donc vous imaginez, c'est quand même des choses terribles. Mais Madeleine, elle s'est fait une famille sur son palier. Il y a ses voisins guadeloupéens qui ont une fille qui est un petit peu comme sa petite fille. Donc c'est un endroit qu'elle ne quittera jamais. Jamais. On le sent, oui. Alors, il y a aussi ce Giscard, né à Kinshasa et qui travaille dans le diamant, ça ne s'invente pas. Oui, c'est savoureux. Alors Giscard, bah, c'est un des premiers Clichois, si je puis dire, qu'on a rencontré. Il a quitté Clichy depuis, mais alors Giscard, il est incroyable, c'est un entrepreneur. Et nous, on l'a rencontré parce qu'il avait un badge du MEDEF sur sa veste. Et alors, un type avec un badge du MEDEF à Clichy-sous-Bois, ça nous a un peu intrigués, donc on a commencé à discuter avec lui. Et voilà, Giscard, ça fait partie de ces jeunes qui ont grandi à Clichy et qui sont devenus de jeunes entrepreneurs et qui ont envie de se battre pour aider les plus jeunes à s'en sortir. Donc voilà, il peut venir au MEDEF avec une pile comme ça de CV qui remet en direct à Pierre Gattaz pour faire bosser des jeunes Clichois. C'est quelqu'un qui a une volonté folle et qui aime terriblement sa ville et qui a envie que d'autres comme lui s'en sortent. Joséphine Lebar, en 2005, on se souvient qu'après Clichy-sous-Bois, il y a eu vraiment une contagion à plusieurs banlieues, à Montfermeil, Bondy, Aulnay, des villes dans l'est de la France, Châteauroux, Vichy. Vous qui connaissez bien la banlieue, est-ce que vous avez compris, en prenant un peu de recul, cet embrasement général qu'il y a eu en quelques jours? Je ne suis pas sociologue, alors je ne voudrais pas faire d'analyse un peu facile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait cette question des rapports entre les jeunes et la police, que ça montait. Enfin, dans ces banlieues, il y a un effet cocotte minute. Et la mort de Ziad Ebouna était une sorte Déclencheur. de déclencheur. Donc oui, voilà, moi je le comprends à cette aune-là, c'est-à-dire des relations entre les jeunes et la police qui sont pas apaisées, des territoires effectivement relégués, qu'on regarde mal, que nous, les médias, nous regardons mal aussi. Je pense que il y a ça, on a une vue très souvent biaisée de ce que sont ces banlieues et que tout ça contribue à créer un climat délétère et aboutit aux événements de 2005. Alors, quand François Hollande va à la Courneuve la semaine dernière, aujourd'hui c'était au tour de Manuel Valls au Murau, on en parlait tout à l'heure dans le journal. À votre avis, ça peut avoir quel effet ce genre de visite de quelques heures sur la population qui attend des réalisations, des actes, C'est des compliqué promesses? pour moi de vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'à Clichy, cette année, François Hollande est venu au moins 2 fois, Najat Vallaud-Belkacem 3 fois, Christiane Taubira 2 fois. Je crois qu'il y a peu de villes de banlieue qui peuvent se targuer de voir passer autant de personnel politique. Après, moi, j'espère que ça dépasse la simple visite cosmétique, que ça dit que voilà, l'État veut prendre un engagement fort vis-à-vis de ces quartiers. Je me permets d'espérer et d'être optimiste à ce sujet. Il y a un scepticisme quand même, on sent dans la population, après ces visites toujours. Bah, oui, bien sûr, parce que voilà, on se dit bah, à quoi ça sert. Effectivement, les populations, le temps politique n'est pas le temps des gens, c'est ça aussi le problème. Et c'est vrai que ce tramway qu'on attend depuis euh, facilement 10 ans, je comprends moi qu'il y ait une lassitude des Clichois qui mettent 3 heures par jour pour aller bosser. Donc oui, le problème c'est que le temps politique n'est pas le temps, le temps des gens et que bah, comment faire. Il y a forcément un problème de communication entre ces deux mondes-là et Ouais. c'est dommage. Alors, parmi les qualités de la population, vous parlez de solidarité, de rage et en même temps de foi en l'avenir, notamment à Clichy-sous-Bois. J'aimerais que vous me disiez en deux mots d'où elle vient cette foi en l'avenir dans une société où on voit qu'il y a du chômage, des tensions, des hommes politiques impuissants. Quel est le ressort? Beh, je crois qu'il tient à ce vivre ensemble hein, qui fonctionne pas si mal à Clichy. Moi, je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre. Vous savez, on parle tout le temps de vivre ensemble. C'est quand même un mot qui est assez galvaudé, je trouve. Bah, je trouve qu'à Clichy, il s'incarne vraiment. C'est-à-dire que la solidarité, elle n'est pas en carton. Donc, je crois que ça cimente l'espoir. Je crois qu'il y a de la foi aussi, qu'elle soit musulmane, catholique. Il y a des gens qui croient aussi et que ça, mine de rien, ça aide aussi à avancer. Et puis que sans doute, les difficultés et la précarité, ça fait qu'on vit au jour le jour, donc on avance pas après pas. Donc tout ce qui est bon à prendre, on le prend.
C'est votre département d'origine aussi, hein, Oui, le moi je suis née Nord-Pas. en Seine-Saint-Denis et j'y habite toujours. Vous avez un attachement Très fort. qu'on entend et qu'on lit. Une année à Clichy, la ville qu'on rêvait qu'on l'oublie. Donc, vous le disiez, c'est le sous-titre, mais en lui consacrant un livre, c'est peut-être pas la meilleure façon de l'aider On va à s'en d'aider à ce souvenir qu'on l'oublie. autrement, On va c'est s'en ça souvenir qu'on autrement. espère. On peut en parler autrement pour de bonnes raisons, c'est ça que vous voulez dire. Merci beaucoup, Joséphine Lebar, Merci à vous. avec Bahar Makoy, donc, qui est d'origine iranienne, mais journaliste aussi, et comme vous, très attaché au 93, et vos regards sont d'ailleurs complémentaires. Vous publiez ce livre qui est édité chez Stock. Europe